conjointe, vous avez vécu un sinistre, un incendie. Votre Oui. maison était une perte totale. Quand est-ce que c'est arrivé? Ben, arrêtez, c'est produit le 29 novembre 2019. Donc, ça fait déjà plus d'un an que le sinistre a été, que le sinistre s'est produit. C'est un vendredi, fin de journée, il devait être 3h30. J'ai reçu l'appel de mon voisin qui me dit tout simplement: Daniel, je ne sais pas trop comment tu l'as annoncé, mais le feu est pris dans ta maison. Fait que ma première réaction, c'est de dire: écoute, OK, c'est correct, pouvez-vous commencer à l'arroser, j'arrive, on va l'éteindre. Puis là, il me dit: non, Daniel, je pense que tu ne comprends pas, ta maison est vraiment en train de flamber. Honnêtement, j'ai levé les yeux, j'ai regardé en direction du nord, puis je voyais une colonne de fumée noire qui montait. Mais rapidement, je me suis dit: OK, il faut que je me rende à la maison, constater l'état des choses, puis voir ce qui est possible de faire. Mon premier réflexe, c'était de tenter de récupérer les animaux, de voir ce qui était arrivé. Par chance, étant donné qu'on est entouré de bons voisins, il avait brisé des fenêtres pour tenter de sortir les animaux, de sauver les animaux, ce qui a été fait. Et ils ont vu sortir un chat par la porte. Et l'autre chat, malheureusement, mon voisin m'a dit: écoute, il est monté au deuxième, là où l'incendie se propageait. Et il dit: j'ai pas pu suivre, effectivement, pour tenter de récupérer le chat. Ça fait que, évidemment, puis là, je me suis mis à regarder un peu quelle sera l'étendue des dégâts, en espérant toujours que ce serait plutôt petit que grand. Quand je voyais que les flammes baissaient, puis que les pompiers arrêtaient d'arroser, souvent mon réflexe c'était de crier aux pompiers: écoute, il y a encore du feu dans ce coin-là, arrose jusqu'à temps que le commandant vienne me voir, puis qu'il m'explique: il dit: Daniel, il dit, malheureusement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste de contrôler l'incendie, éviter que ça se propage ailleurs, chez tes voisins. Pour le reste, ça se peut que ta maison finisse par s'écrouler. C'est peut-être le moment où j'ai eu le plus grand... J'ai compris l'état de la situation. Là, j'ai compris que, wow, OK, là, il est en train de me dire: arrête de penser que c'est juste une chambre qui va avoir brûlé. Le toit a brûlé et s'est effondré. Par chance, notre fille la plus vieille était dans la région de Boisbriand. Ça fait que j'ai pu la contacter pour dire: écoute, va retrouver ta mère, parce que Josée était surtout en état de choc. J'avoue qu'elle m'a conté par la suite que pendant l'heure qui a suivi, quand j'ai annoncé l'incendie, elle n'était pas en mesure de parler à qui que ce soit. Les gens ont tenté d'y parler. Elle pouvait juste dire qu'il y avait un feu, puis elle pensait juste à ses animaux, à son chien. Parce que par chance, il n'y avait pas personne dans la maison. Fait que c'est sûr que Josée est restée choquée longtemps dans la soirée. Elle est venue me retrouver qu'à 11h le soir. Le temps d'être en mesure, d'être capable d'affronter ce qu'elle était pour voir. Mm-hmm. Est-ce qu'on connaît les circonstances qui ont comme créé l'incendie? Oui, apparemment, parce que ça n'a pas été identifié hors de tout doute, là, mais les deux inspecteurs en incendie, ceux des assurances puis les pompiers la même journée, sont convaincus que c'est un défaut électrique. Le feu se serait propagé à partir soit d'une prise électrique, soit d'une fixture au plafond, pour s'étendre effectivement rapidement en l'entretoit puis à la toiture. Fait que principalement, l'incendie a ravagé, je dirais, les 3/4 du deuxième étage. Évidemment, l'eau, l'arrosage a fait le reste pour les autres étages. Là, c'est un choc. Ça peut durer quelques jours. Tu as l'assureur qui vient constater les dégâts. Je dirais que pendant pratiquement une semaine, là, oui, tu es un peu sous le choc, tu veux bien dire: écoute, c'est quoi la prochaine étape, qu'est-ce qu'on fait? Mais n'empêche qu'il y a une certaine lenteur qui s'installe, parce que oui, il faut prévenir ses assurances. Il faut laisser le temps à ces assureurs-là de préparer le dossier, etc. Ça fait que c'est sûr qu'il y a comme un flottement. Donc, tu restes dans: OK, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, tu as perdu plein de choses. Mon beau-père, son père est décédé il y a 4 ans. Dans l'héritage, elle avait toute une collection de timbres, de monnaies. Son père, c'était un maître poste toute sa vie, ça fait qu'il avait accumulé tout ça. Puis évidemment, c'était perdu, c'était calciné. Puis là, elle avait tous les souvenirs de son père décédé qui venaient, les seuls morceaux pour elle, en tous les cas, parce que sur le coup, il y a bien d'autres choses, mais sur le coup, cette collection-là, c'était ce qui la liait toujours à son père. Puis là, ça venait de disparaître. Fait que pour elle, il y avait comme un double deuil à vivre là-dedans. Les choses qui tiennent à des gens, parce que tu es plein de souvenirs. Puis ces souvenirs-là, habituellement, en tout cas dans notre cas, c'est des souvenirs qui nous rattachaient à du monde, à des voyages, à des amis qui sont plus là parce qu'on ne se voit plus. Fait que tu penses à ça pendant cette période-là. Oui, parce que les assurances, évidemment, c'est les premières à appeler, prennent charge aussi. Écoute, moi, la première rencontre que j'ai eue avec eux, on l'a trouvé un petit peu pénible parce qu'on était très questionnés. On se sent un peu comme sur le banc des accusés, là.
où on dirait qu'ils cherchent, parce que c'est le sentiment qu'ils te laissent après, on dirait qu'ils cherchent à démontrer qu'il y avait de fausses déclarations qui avaient été faites, ce qui est inclus dans tes assurances, la distance de la bonne fontaine, parce qu'évidemment, quand on prend des assurances, on dit oui, 900 pieds, mais on ne va pas nécessairement le mesurer, le 900 pieds. Et on dirait que toutes les questions, parce qu'ils sont venus à 2 experts en sinistre cette journée-là, donc ils étaient 2 à questionner, puis on a trouvé ça un peu difficile. Ce bout-là, cette période-là, je sais que cette rencontre-là, ma conjointe, qui était un peu plus choquée, elle l'a vraiment mal vécu. Là. Elle se sentait vraiment sur le banc des accusés, puis écoute, je comprends qu'à quelque part, ils veulent s'assurer, ils veulent confirmer toutes les clauses du contrat. Par chance, on avait quand même une bonne assurance. Je dis par chance. Parce que tu sais, quand tu prends ça, quand tu te prends une assurance habitation, on te parle des clauses, on te parle des conditions, puis tu vas dire oui à des choses, non à d'autres choses. En te disant, ça n'arrivera pas, je n'aurai jamais de besoin. À part pour des petits incidents d'eau ou autre. Tu ne penses jamais à l'incendie total puis à la perte totale. Fait que tu sais, l'évaluation de la maison, les dollars mis sur le contenu puis la maison. Quand tu penses que les sommes sont correctes, tu dis bon. Mais quand tu en as besoin, tu réalises que wow, il y a beaucoup de choses à payer là-dedans. Les frais montent très vite. Nous, on avait eu la chance d'avoir choisi un plan avec un montant unique, qui était, bon, que je croyais substantiel, mais n'empêche qu'ils se grugent passablement. Puis tu vois, à travers ça, les assurances, tout de suite, ils veulent t'aider. Non, ils nous ont proposé, écoute, on est là pour vous aider, ils veulent s'occuper du contenu, ils veulent s'occuper de tout. C'est sûr qu'après coup, tu te dis, bon, OK, c'était-tu dans leurs intérêts de tout faire ça ou c'était vraiment dans les miens? Même si le DICO est orienté vers nous, à la fin, des fois, on a l'impression que c'était plus orienté dans leurs intérêts. Je donne l'exemple, à un moment donné, on est le 13 décembre, donc l'incendie le 29 novembre, le 13 décembre, je suis au travail. Je reçois un appel au bureau le 13 pour m'annoncer que de façon non planifié, non annoncé, que le camion est en train de reculer dans la cour, puis qu'il s'en vient de récupérer le contenu. Okay. Fait qu'on n'était pas sur place, on n'a pas pu discuter avec eux, parler, dire ben, pourquoi tu ramasses tout ça, ou écoute, à la limite, laisse tomber tout ça. C'était des choses qu'on voulait donner, qui sont dans un état pitoyable. Écoute, on pourrait peut-être laisser tout ça là. Ce genre d'événement-là, on dirait que c'est des petits deuils à la fois. Puis oui, ce que tu as entreposé en beau sol, que tu dis, bon, OK, tant qu'à faire, dans l'état qui est rendu, on va s'en débarrasser. Mais tu sais, pendant ce temps-là, c'était là, puis c'était encore une fois, c'est des souvenirs, c'est des trucs, c'est du linge d'enfant que tu aurais peut-être voulu pouvoir dire, écoute, en tout cas, prendre la décision de ce que tu veux faire avec. L'équipe est encore ici, parce que finalement, ça leur a pris, je pense, 12 heures, 14 heures pour récupérer tout le contenu. Mais tout était déjà dans des boîtes, le camion était déjà rempli aux 3/4. On s'est senti un peu comme... On dirait qu'il y a quelque chose qui nous a été arraché sans notre consentement. Puis il ne te reste pas grand-chose. Hein. Quand ta maison est brûlée puis le contenu est abîmé, ce qui te reste, ça n'a plus nécessairement la valeur que c'est censé avoir, mais c'est là pareil, puis c'est ce qui te reste. Fait que, par chance, j'ai été en mesure de ramasser mes 2-3 habits, un peu de linge, puis ramener ça là où on a été dormir ce soir-là, qui était chez ma belle-mère. C'est comme si vous avez été pris en main, mais sans aucune consultation. Avec un petit manque de considération. Ah, OK. Puis pour sentir vraiment, OK, c'est vraiment pour nous que c'est fait, c'est vraiment dans mon intérêt, puis de s'assurer que je suis confortable là-dedans. Puis, je te le dis, à la fin de l'exercice, j'ai eu l'impression que tous ces événements-là ont été faits dans l'intérêt des assurances et non pas dans mon intérêt à moi. C'est ce que je dis à mes proches. Si jamais il y a un incendie, si tu peux avoir au moins assez de 100 fois pour dire, OK, j'appelle mes assurances. Évidemment, appelle les pompiers si tu ne les as pas appelés. Appelle tes assurances, leur dis il y a un sinistre, il va y avoir un dossier à ouvrir. Puis écoute, prends donc 5 secondes, puis appelle-moi donc. Honnêtement, moi, j'aurais connu le groupe Marcillo, j'aurais connu David avant. Possiblement qu'après mes assurances, j'aurais appelé David ou le groupe Marcillo. Juste pour dire, écoute, je viens de vivre un incendie, je connais vos services. Bon, peux-tu déjà commencer à me guider là-dedans? Sachant que possiblement que dans les discussions qu'on avait eues avec David au début, il me parlait qu'il pouvait s'occuper du contenu également, de la récupération des contenus et autres. Parce que c'est notre droit, hein? C'est notre droit d'engager ces entreprises-là et non pas que les assurances les engagent nécessairement. Parce qu'ultimement, c'est nous autres qui l'ont engagé. J'aurais préféré prendre quelqu'un en qui j'ai confiance pour dire, écoute, et qui est un groupe qui a les valeurs de dire, écoute, on fait ça dans votre intérêt, et qu'on le ressent, qu'on ressent que ces gens-là travaillent toujours dans notre intérêt.
Fait qu'on parle des circonstances où est-ce que vous avez connu Groupe Martiaux. Aujourd'hui, je sais que tu es abonné à la page, tu suis les vidéos des équipes, des travaux, puis tu sais comment on fonctionne. Mais à l'époque, tu ne connaissais pas Groupe Martiaux. En fait, c'est un peu le hasard. Ma conjointe se promenait à Place Rosemère avec sa mère. Je pense que c'est une amie Linda, effectivement, qui était vendeuse dans une boutique. D'un propos à l'autre, ils se sont mis à leur conter l'histoire, pourquoi elle est en train de magasiner du linge, on vient de passer au feu, perte totale. Et la dame lui a mentionné, écoute, j'ai justement des amis qui viennent de subir le même genre d'incendie, qui ont été bien accompagnés par un groupe, par un entrepreneur. Ils ont été très satisfaits. Les gens en question, c'était Hugo Dupuis et sa conjointe Linda. Et le groupe en question, l'entrepreneur en question, c'était Groupe Martiaux. Fait que nous, on a pris contact avec Hugo Dupuis, pour parler un peu, OK, comment ça a été, comment ça s'est passé avec ton entrepreneur. Et suite à cette discussion-là, on a dit, OK, on va appeler le groupe Martiaux, on va appeler David. Hugo m'a donné les références de David, puis on a contacté David. En passant, mes voisins ont été merveilleux dans tout ça. La solidarité, écoute, ça brûlait. Je me promenais tout autour de la maison, j'avais tous les voisins avec moi. On avait l'habitude de se parler, mais jamais tout le monde ensemble. De fait, ça a tellement consolidé le groupe que maintenant, sur Facebook, il y a une page qui s'appelle La Gang du Palais. Parce que mes voisins me l'ont dit, là, ça nous a tous rapprochés. Mais d'entrée de jeu, j'ai mon voisin juste à côté ici qui me dit, Daniel, nous, on partait au mois de décembre, on te laisse notre maison, tu ne vas pas habiter ma maison. Puis je me souviens qu'à 11h le soir, j'étais devant avec les pompiers, mon voisin de l'autre côté qui me texte, Daniel, on a laissé la porte, on s'en va se coucher, on a laissé la porte débarrée. Si tu veux, tu as besoin de te réchauffer, te restaurer, rentre dans la maison, puis sers-toi, le premier étage est à toi. Wow. Tu sais, ça a été, écoute, tu sais, quand je dis, c'est le moment où tu as besoin de sentir qu'il y a des gens qui sont là pour toi. Là. Puis, dans les jours qui suivaient, on est venu ici, tous les matins, on s'en est ici. Tu veux voir, tu veux. Tu sais, on dirait que tu as de la misère à détacher. On ne pouvait pas rester à Saint-Jérôme, là où on habitait. Il fallait revenir devant la maison tous les matins. À chaque matin, j'ai ma voisine qui s'en venait en courant avec un café, puis une espèce de sandwich aux œufs qu'elle nous emmenait. Mais tout ça pour dire que pendant qu'on était là, on a eu plein d'experts en sinistre public qui sont venus. J'en ai eu 3, 4. Toutes sortes d'entrepreneurs qui sont venus ici pour dire, écoute, tu as besoin de te faire représenter, etc. Jamais je sentais les valeurs. Ces valeurs-là m'ont recherché. Jamais je sentais qu'ils travaillaient pour moi plutôt qu'un pourcentage de ce que j'aurais pu récupérer, ces choses-là. J'étais même sur le bord de dire, écoute, on n'a pas le choix, il faut aller avec un de ces entrepreneurs-là. C'est là que j'ai appelé Hugo, qui nous a tourné vers David. On a appelé David. David est venu nous rencontrer justement dans la maison de mon voisin dans laquelle on avait pris le lieu 3 semaines plus tard. Écoute, je le dis de même, juste par le regard, par l'échange de regard, par la compassion qui sortait d'abord des paroles de David. Je pense tout de suite, ça nous a réconforté. Tout de suite, c'est venu nous dire, oh, attends un peu, l'individu qui est devant nous ne m'appelle pas juste du point de vue technique, comment ça se pourrait se faire, puis d'argent, parce que les autres, c'était trop tourné plus vers l'argent, puis écoute, il faut aller chercher le max auprès de tes assurances, tu vas avoir besoin de soutien, on a des experts dans notre équipe, etc. Avec David, on n'est pas passé par les experts. David a fini par nous dire que, oui, dans son équipe, il y a des gens qui veulent venir nous supporter un peu partout, mais c'est pas par là qu'on a passé. On a passé d'abord par l'événement. Puis comment cet événement-là, David semblait comprendre le choc qu'on pouvait vivre. Évidemment, à l'époque, je ne savais pas qu'il avait lui-même connu à peu près quelques semaines avant le même genre d'événement. C'est ces valeurs-là, d'entraide. C'était juste des paroles puis un ressenti. Puis les mois qu'on suivi, bon, malheureusement, les mois qu'on suivi, on n'a rien vu parce que là, on est tombé dans la pandémie. L'arrêt sanitaire, l'arrêt des travaux de construction. Fait que, ce n'est qu'au mois de mai qu'on a pu vraiment sentir après ça tout l'accompagnement du groupe. Mais tu sais, c'est cette discussion-là, dans la maison d'à côté, qui a dit au revoir, OK. Puis José, qui est beaucoup plus, qui est plus dans le ressenti humain. Dans tous les autres cas, m'avait dit Daniel, c'est correct, là, ça nous prend quelqu'un, mais elle n'avait pas. Puis quand David avait quitté, José me regardait, elle dit écoute, on fait affaire avec David. Elle, c'était plus point de vue humain. Point de vue humain, il y avait quelque chose qui l'avait accroché, puis elle dit écoute, on fait affaire avec David. Puis honnêtement, on ne l'a pas regretté. Il y a des périodes.
il y a des choses, pendant la construction, on s'est accroché, on a jasé à 2-3 reprises, parce que, à travers tout ça, là, tu as un montant pour les assurances, tu as ta maison, puis les assurances, ça a été tellement long, puis à un moment donné, je me disais, non, on va-tu en avoir assez? Fait que là, tu tombes quand même dans un mode un peu d'inquiétude, la gestion de l'argent. Évidemment, les groupes martiaux prenaient soin de tout ça, mais n'empêche qu'on était là, puis on était quand même inquiet de savoir, OK, est-ce qu'il va en avoir assez pour qu'on récupère ce qu'on se disait qu'on avait? Tu sais, ce que tu veux, c'est, tu voudrais tellement récupérer exactement la même maison. Bon, écoute, elle a changé, j'avoue qu'elle a les mêmes formes, mais mettons que l'intérieur a changé, il y a eu des petites modifications. Mais cette inquiétude-là de sûr d'avoir ce que tu avais, quand les travaux, ou quand il y a de la facturation qui arrive, ben oui, je me souviens de 2-3 fois où il a fallu avec David discuter un peu plus parce que je comprenais pas la justification, mais à chaque fois c'était bien justifié, puis à chaque fois, à la fin de chacune de ces discussions-là, je me sentais, OK, c'est correct, il fallait que je gère mon stress, puis des fois, ce stress-là, des fois, il t'emmène à fausser un peu ton jugement. Mais je pense que là-dedans, à l'aide de David, de Francis, qui a été une perle chez nous, qui était le chargé de projet du groupe Marcillo. Francis, que des fois, on se disait, il parle beaucoup, mais on réalisait que ça nous prenait, parce que la journée qu'il n'était pas là, qu'il ne me parlait pas, ou qu'il ne parlait pas à José, on se disait, tiens, il manque quelque chose. Puis c'est moi qui le provoquais, c'est moi qui appelais Francis. Francis, on devait faire un suivi là-dessus, puis là, on partait, puis ce qui pouvait prendre 10 minutes prenait peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure. Mais n'empêche que dans ce détail-là, on se sentait réellement bien accompagné. Heureusement, on a habité dans la maison de mon voisin juste à côté. Le groupe Marcillo, ça faisait en sorte que les travaux, on les a tous vus. Le soir, quand j'arrivais, elle me dit, Daniel, on peut-tu aller vérifier ça? Elle pouvait même traverser dans la journée pour venir voir Danny, qui était le charpentier. Parce que c'est là que tu vois beaucoup de choses. Puis tu vois. Mais tout ça pour dire que, malheureusement, entre décembre et le mois de mai, ben, il ne s'est pas passé grand-chose. Parce qu'on ne pouvait pas démolir, parce qu'encore une fois, avant le mois de mai, à cause de la pandémie, tout avait été arrêté. Puis c'est au mois de mai que là, peut-être avril, où on a démoli, puis au mois de mai, qu'on a commencé à construire. Mais cette nouvelle de pandémie-là nous a gardé quand même pris malheureusement, peut-être dans quelque chose de tu sais, on ne pouvait pas magasiner pendant ce temps-là, on ne pouvait pas dire, écoute, on va aller magasiner les meubles, ces choses-là, puis commencer à reconstruire. Il a fallu arrêter, mettre tout ça sur pause. Et cette pause obligatoire-là, elle nous a gardé plus longtemps dans quelque chose qui était, ouais, OK, on s'en va où, on fait quoi, puis dans des pensées qu'à un moment donné, tu veux mettre de côté, là, pour dire, écoute, la vie va continuer, là, c'est gros, on construit. Mais à partir du moment où il y a eu des planches qui ont commencé, c'est là qu'on a commencé à guérir. Écoute, on a parlé à Danny tous les jours. Encore là, on connaît tous les sous-traitants par leur prénom du groupe Marcillo, ceux qui sont venus ici. Parce que oui, on était très présents et c'était tous des gens qui avaient ce même réflexe-là d'être à l'écoute. Tu sais, on était, possiblement pour ces gens-là, on était, les propriétaires sont juste là à côté. Tu sais, travailler avec le propriétaire à côté, c'est pas toujours évident. Mais non, écoute, il y avait les bras ouverts, ils nous accueillaient, on venait leur parler de nos inquiétudes. Écoute, t'es sûr, les marches, me semble que. Puis ils prenaient le temps de nous expliquer. Puis c'était vrai pour lui, c'était vrai pour les autres corps de métier. Pour celui qui est venu mettre toute l'acrylique après la maison, combien de fois qu'on était très inquiet de la refaire en acrylique, avec toutes les histoires qu'on avait entendues, mais écoute, à chaque jour, il nous présentait sa structure, il est venu me l'expliquer à chaque fois. C'est sûr qu'il y a eu des choses à changer. Je pense juste au plancher. C'est un plancher de pain rustique. Celui qui avait été livré au début, il était mal plané, mal fini. Puis là, c'est dans ces détails-là qu'on a vu qu'on était bien accompagnés. Parce que autant David que Francis prenaient position avec le fournisseur, même si eux, des fois, avaient déjà prépayé la commande, prenaient le risque de dire, écoute, on va peut-être perdre cet argent-là, mais il était avec nous pour dire, écoute, ton plancher, c'est vrai que c'est pas ça. Écoute, le plancher, 2 fois, ils l'ont changé, ils ont ramené du plancher, on a quasiment ressorti une 2e fois le plancher, on a travaillé avec l'installateur. Finalement, tout a été résolu, mais tu sais, c'est juste un exemple de difficulté qu'il y a quand tu construis une maison. Puis à chaque fois, ça se finissait qu'on nous rendait confortables avec les solutions qui étaient mises en place.
Vous avez été raisonnable. Félicitations parce que vous avez quand même été patient là-dedans. Moi, particulièrement, on travaille dans des milieux manufacturiers, je suis responsable d'entreprise, d'usine, où des problématiques, il y en a tous les jours. Des délais, toutes sortes de délais, il y en a tous les jours. Ça fait qu'on ne soit pas des gens qui vont embêter, au contraire. Si je peux participer à trouver des solutions, à prendre des décisions, on va être là. Puis je pense qu'on le fait, mais honnêtement, on le fait constamment durant tout. Mais à la fin, le résultat, le rendu, pour nous, il est spectaculaire. Là. Pour nous, il est wow. Parce que le souci des détails, il était là. Les petites affaires qu'on disait, écoute, on voulait ça, on voulait de même, puis aujourd'hui, on la regarde, notre maison, puis on dit wow. Puis même plus que qu'est-ce qu'on avait. Les images qu'on a du passé, aujourd'hui, on dit wow, c'est encore plus beau que ce qu'on semblait avoir ou ce qu'on pensait, ce qu'on imaginait que ça pourrait être. Mais ça, même s'il y a eu des compromis, des concessions, dans ce qui avait de la valeur, tout a été livré avec un grand souci du détail. Donc là, vous venez de vivre une construction clé en main, partie à partir d'un solage. Mais avez-vous déjà eu de l'expérience en construction avant ce projet-ci? Bien, en réalité, je suis plus un constructeur en net. Qui s'est équipé un peu puis qui s'amuse à construire. Comme le sol, c'est moi qui, à l'époque, dans la maison ici, mais précédemment, avant l'incendie, c'est moi qui avais tout redisposé le sol en faisant des meubles. Mais ça m'a permis, à ce moment-là, des fois, de faire des ouvertures puis de voir un peu comment la construction, parce que ici, la maison, à l'époque, c'était une construction, une autoconstruction qui avait été faite. On l'avait acheté à cause du positionnement. Évidemment, la maison était déjà très belle, mais la vue autour était magnifique. On l'avait acquis, même si j'avais une inquiétude dans l'autoconstruction. Et durant les 7-8 années qu'on l'a habité, avant l'incendie, ça m'est arrivé de refaire des travaux parce que, bon, au niveau de la ventilation, ça allait moins bien, d'ouvrir les plafonds, ces choses-là, et de constater qu'il y avait qualité médiocre d'installation et autres. Il faut savoir que, quelque part, je travaille pour un groupe qui fait de la construction industrielle, commerciale et industrielle. Fait que ça m'arrive des fois d'aller sur des chantiers. C'est pas ma job. Mon travail, c'est plus d'être dans les usines qui sont conçues, de prendre charge de l'opération de ces usines-là. Mais je vois bien la construction. Donc, je vois un peu les normes qui sont mises dans. Donc, oui, j'ai un certain regard. Au-delà de la proximité qu'on pouvait développer avec les sous-traitants qui ont travaillé ici, avec les gens que David embauche pour venir faire les travaux, on a constaté, comme je le disais, on était à côté. À tous les jours, je venais constater chaque pièce qui était montée pour regarder, pour apprendre en même temps, de voir comment cette charpente-là était montée, mieux la connaître aussi pour le futur. Puis en discutant avec Danny, qui était le charpentier responsable, écoute, je voyais tout le professionnalisme qu'il mettait là-dedans dans les calculs qu'il faisait. On pense toujours qu'un charpentier, ça scie puis ça coupe. Mais je voyais tout le calcul qu'il mettait derrière pour respecter les charges, les forces que ça doit avoir. Je l'ai vu déplacer et refaire. En discussion avec David, avec Francis, je l'ai vu dire OK, on va refaire cette section-là parce qu'effectivement, ça ne semblait pas respecter les normes. Et à chaque fois, je pouvais constater que tout ça était fait avec un grand souci de qualité. On parle du retour à la maison. Ça s'est presque fait jour pour jour à la même date. Écoute, oui, parce que l'incendie s'est déclaré le 29 novembre 2019 et le retour à la maison s'est fait la même journée, c'est-à-dire le vendredi, mais le 27 novembre 2020. C'est juste le phénomène d'année bissextile qui fait que les dates ne sont pas les mêmes, mais c'est exactement 365 jours plus tard, ou 366 jours plus tard, cette fois-là, qu'on a récupéré notre domicile. Écoute, ça s'est fait, évidemment, peut-être de façon un peu plus, je pense, à Francis, qui aurait toujours voulu encore quelques jours de plus pour vraiment bien finir la maison, parce qu'il y a des petites finitions qui n'ont pas été finies, mais tu sais, après un an, où, oui, je le dis, on a eu la chance d'habiter à côté, mais dans les 3 derniers mois, on a eu la chance d'avoir ma belle-mère qui nous a accompagnés chez elle, parce que malheureusement, la maison à côté s'est vendue au mois de septembre. La maison ici n'était pas prête. Fait que pendant 3 mois, on a habité chez Belle-Maman. Et c'était un peu le running gang avec Francis. Elle dit écoute, s'il vous plaît, sors-moi de là. Mais on était très bien chez Belle-Maman. Mais tu sais, 3 mois, c'est quand même
3 mois à dormir dans une pièce qui n'est pas la tienne. Fait que oui, on avait, je vais le dire, on avait hâte, puis à la fin, c'était comme une urgence de récupérer notre maison. Encore une fois, tantôt, je vous disais qu'à partir du mois de mai, le processus de guérison s'est un peu enclenché. Mais vraiment, pour enlever les pansements, etc., on avait besoin de dire là, on peut-tu rentrer chez nous? Puis vraiment dire là, on recommence à vivre notre vie, la famille ensemble, puis dans notre petite famille avec nos activités. Donc oui, on a pressé un peu Francis à nous donner la maison. Mais le 27, on était accueillis ici, très bien accueillis d'ailleurs, par toi Dominique, par Francis. Écoute, je me souviens, écoute, il y avait quand même, vous aviez pris le temps de mettre un peu de décorum avec, en allumant le foyer, puis évidemment, il y avait les cadeaux que Élodie était là, effectivement, pour remettre quelques présents du groupe Marsilio. Mais écoute, pour nous, ça a été une grande journée parce qu'après, quand vous avez quitté, évidemment, il y avait un petit déménagement à faire. Il y avait quand même quelques meubles qu'on avait déjà, qu'on fallait faire dans le courant de la journée. Mais on s'est assis tous les deux, moi et ma conjointe. On s'est dit, bon, enfin, la vie recommence. Parce qu'honnêtement, tu mets ta vie sur pause pendant tout ce temps-là. Tu sais, tu as quitté ta maison le 29 novembre, tu étais dedans, ta vie roulait. Puis entre le 29 novembre 2019 et le 27 novembre 2017, ta vie s'arrête. Tu vis, tu survis, tu n'as pas le choix, c'est comme ça. Mais ta vraie vie, celle que tu dis, OK, le matin, tu te lèves, puis celle-là, elle a été mise sur pause. Parce que tu n'es pas chez vous, tu n'es jamais dans tes airs, tu peux peux jamais avoir un projet, dire, OK, ce week-end, qu'est-ce qu'on fait? Tu peux pas dire, je fais une amélioration, tu peux même pas dire, écoute, quand on était chez maman, on peut même pas dire, écoute, en fin de semaine, on fait le ménage, il se faisait tout seul. Fait que, oui, on a senti que le 27 novembre, notre vie repartait. On pouvait enfin dire, OK, là, on s'installe, puis on repart notre vie de famille. C'est génial. En tout cas, je veux vous féliciter, toi et ta conjointe. Comme tu disais, on t'a enlevé ta maison sans avertissement. Tu as tout perdu. Vous avez traversé la pandémie. Donc, vous avez vécu dans l'inconnu à travers tout ça. 1 an plus tard, votre patience, votre confiance est récompensée parce que vous l'avez récupérée. Là, vous êtes bien. Oui, tout à fait. Tellement que entre le 27 novembre, puis je dirais à quelque part la mi-janvier, ma conjointe refusait systématiquement de sortir de la maison. Elle avait, avec la pandémie, elle travaillait de la maison, elle travaille toujours de la maison. Moi, je devais sortir pratiquement tous les jours, mais même les week-ends, même pour retourner voir sa mère qui habite ici à Saint-Jérôme, elle refusait systématiquement de sortir. Elle était chez elle, elle était bien, elle ne voulait plus sortir de la maison. Écoute, je ne sais pas, est-ce que c'est la peur de dire si je la quitte, elle ne sera peut-être pas là quand je vais revenir. C'est vrai que tu ne reviens plus chez toi de la même façon. Le réflexe, je pars du travail, je travaille dans le coin de Saint-Janvier. Quand je rentre dans mon auto, je lève les yeux, je regarde au nord, puis j'espère pas voir une colonne de fumée comme j'ai déjà vu. Puis je suis convaincu que ma conjointe, quand elle quitte, qu'elle revient, sa crainte, c'est d'arriver au coin de la rue, puis de réaliser que la maison est plus... Écoute, c'est sûr, ça t'habite un certain temps. Là, aujourd'hui, on est dans la maison depuis à peu près 3 mois. C'est encore là. Ce sentiment-là de dire, est-ce que je quitte ma maison pour la retrouver ou elle ne sera pas encore une fois plus là à soir? Vous avez vécu un traumatisme, ça c'est clair. Mais en revenant dans le positif, votre maison est super belle. Moi, j'ai quelques photos, on va montrer des avant-après. Oui. Mais c'est clair là, que vous avez une maison construction 2020-2021, on peut le dire quasiment de cette façon-là, aux normes. Fait que... Écoute, c'est un chemin que tu ne veux pas parcourir. Mais à la fin, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est force de constater que, wow, tu veux pas, tu viens de le mentionner, on sait maintenant que la maison est aux normes d'aujourd'hui. Écoute, évidemment, la maison à l'époque avait 10 ans, là, elle a 3 mois. Fait que c'est sûr que dans le visuel, tout ça apparaît. Là, puis j'avais peut-être des travaux à faire, j'ai plus de travaux à faire parce que la maison est impeccable. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, on peut commencer à constater tout ça et dire, wow. Mais n'empêche que le parcours à faire, ça ne vaut pas ça. Ça sera à faire, on ne dira pas, ben écoute, il faut passer au feu parce que regarde, aujourd'hui, on est heureux de la maison qu'on a. Je pense qu'on va se contenter de celle qu'on a comme elle est, puis je ferai les travaux, puis au lieu, on investira pour l'améliorer. Je pense que l'idée de dire, écoute, un incendie va nous permettre c'est pas un chemin
à utiliser, là, définitivement. Tantôt, on disait, si quelqu'un avait besoin, si vous aviez un conseil à donner, c'est on vous appelle pour avoir des références, pour savoir comment s'enligner. Ça aurait été le fun de connaître ces étapes-là rapidement, à travers quelqu'un qui a de l'empathie, qui a de la compassion, qui comprend ce que tu vas vivre, qui comprend les émotions. Encore une fois, le groupe Marcillo, à travers David, puis je sais, bon, malheureusement, David a aussi connu toutes ces émotions-là, qui fait que quand nous on l'a croisé, j'aurais donc voulu le croiser la troisième journée après le sinistre, pour qu'il puisse me dire, Daniel, voici les étapes que tu vas traverser. Puis voici là où on peut t'aider, puis tu peux décider qu'on t'aide ou pas, mais voici ce que tu vas parcourir comme étape. Il va avoir ton contenu, ils vont vouloir récupérer, voici les genres d'émotions qu'il va pouvoir... j'aurais aimé ça, sentir d'être accompagné pendant, et surtout de me faire préparer. Puis je sais maintenant, pour avoir vécu toute l'année avec Francis, avec David, avec l'équipe Marcillo, que c'est des gens qui sont soucieux de cet aspect-là pour leurs clients. Qui sont soucieux de dire, écoute, on sait que tu traverses une épreuve, on sait que tu ne comprends pas tout de suite, mais nous, on peut peut-être déjà t'expliquer un peu ce qui s'en vient. C'est le seul conseil que je voudrais donner aux gens. Appelez-moi, parce que c'est peut-être plus facile d'appeler un proche quand tu es dans cette situation-là, que de te souvenir, ah oui, Daniel m'avait parlé de quelqu'un, pour que je puisse rapidement les mettre en contact avec David. Et que ces étapes-là, qu'eux les connaissent avec moins d'appréhension qu'on le connaît. Un gros merci, Daniel. Je te souhaite à toi et à Josée, ta conjointe, là, écoute, c'est juste une question de temps. Là. Le deuil, il y a plusieurs étapes là-dedans, mais déjà, vous puissiez en profiter, que 2021 parte, on va dire, de la bonne façon. Encore merci pour l'entrevue, puis au plaisir de se croiser.